Je suis ravi d'être ici pour vous parler en effet d'un projet quand même assez expérimental. Voilà, je vais un peu revenir donc sur la constitution de cette exposition en ligne et de tout ce projet, puis voir un peu ce qu'on a pu en retirer en tant que chercheurs et chercheuses. Et donc je vais un peu dérouler ce fil-là. Mais donc, le bureau d'ordinateur, et je crois qu'il n'y a pas besoin de moi pour le dire, est un des lieux virtuels que l'on fréquente le plus de nos jours. Et en fait, des millions d'individus sont amenés à le traverser quotidiennement. Et nous, avec Anne Reverso, j'y viens tout de suite, dans le cadre d'un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé les 3 dernières années, en fait, on s'est demandé, ok, mais qu'en est-il de ce lieu-là, singulier et lié à tout un imaginaire du numérique pour l'écrivain, l'écrivaine du 21e siècle? Et notamment ce lieu qui vient en fait prolonger la surface de travail du meuble bureau en démultipliant les possibilités spatiales et de connectivité. Donc un peu des bureaux 2.0. Donc comment un ensemble, et ici je vous donne juste 4 exemples possibles et qui montrent déjà une variété d'approches de la chose, comment un ensemble de fichiers et de répertoires sont-ils plus ou moins soigneusement agencés dans ces espaces qu'on peut dire rhizomatiques et fréquemment tentaculaires qui partent dans tous les sens ou pas. On le voit par exemple avec l'exemple tout en haut, qui ça ne sont pas des exemples d'écrivains, écrivaines, mais de personnes, de proches, d'étudiants, étudiantes aussi, qui se sont prêtés au jeu d'envoyer leur propre bureau écran. J'y reviendrai à la toute fin, parce que si vous voulez, vous aurez l'occasion de faire partie de l'exposition. Mais donc, comment en fait, derrière tout ça, il y avait aussi cette question de se demander comment les auteurs et autrices contemporaines appréhendent-ils ces bureaux écrans, comment est-ce qu'on peut composer avec, aussi quelle modalité le bureau écran perpétue-t-il ou déplace-t-il dans les usages les plus matériels du meuble bureau, et entre autres et surtout, en tant que littéraire, dans ce que ça vient bouger, déplacer, dans le rapport entre écriture et registre visuel. Et donc, comment est-ce que sur écran, on peut retrouver l'équivalent de porte-documents, de photographies encadrées, ou encore de tiroirs qui abritent babioles ainsi que petits ou grands trésors? De même, et je vous dis un peu toutes ces questions qui ont brassé notre exploration, c'est est-ce qu'on manipule des fichiers informatiques comme des documents imprimés, des images numériques comme des images palpables, et donc est-ce que le bureau numérique est-il un desk comme un autre? Est-ce que cette métaphore qu'on entend dans le terme desktop, enfin qui vient de l'anglais là, mais qu'on retrouve dans bureau-écran, donc en français comme en anglais, est-elle vraiment opérante? Et donc, quels sont tous ces enjeux de remédiation du meuble bureau sur un écran? Et puis, et c'est aussi vraiment intéressant là par rapport aux enjeux de votre cours, quels imaginaires du numérique cette approche et le bureau-écran vient-il activer? Donc voilà, ça c'est toutes des questions qui ont infusé le début de notre enquête, je disais exploratoire, relativement atypique, qu'on a lancée en janvier 2021. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on a lancé tout ce projet, avec Anne Reverso, donc, qui est professeure à l'UC Louvain, d'où je proviens, où j'ai fait ma thèse de doctorat notamment, et avec qui j'ai travaillé dans le cadre de ce projet de recherche-ci, qui était consacré à la manipulation des images par les écrivains-écrivaines du 19e siècle à nos jours. Mais donc, cette enquête, elle a d'emblée eu pour but la mise sur pied d'une exposition en ligne, une exposition qui plus est collective, qui permettait en fait et qui a cherché à valoriser nos questionnements d'une manière qui nous semblait particulièrement stimulante et via une forme ajustée à notre problématique. Donc cette enquête, elle s'est inscrite dans un temps relativement long, une quinzaine de mois, donc entre janvier 2021 et mars-avril 2022, parce qu'on l'a présentée pour la première fois en avril 2022. Et
elle a été menée auprès d'une dizaine d'écrivains, écrivaines belges, français, françaises et québécois, québécoises, qui ont en fait été questionnés sur cet environnement singulier que constitue l'interface d'accueil de leurs ordinateurs personnels. Donc ici, vous voyez la liste. Donc ici, il et elle sont classés par ordre alphabétique. Mais en fait, il y a toute une série d'autres auteurs-autrices qui ont été approchés. Alors, soit certains n'ont pas répondu à la sollicitation, soit certains ou certaines ont répondu de manière beaucoup plus fragmentaire. Et dans ce cas-là, et surtout quand il nous semblait que ça venait quand même chercher des éléments intéressants et qui créaient de l'écho, en fait, ça a fait... ces témoignages font partie... Et je vais y venir petit à petit, vous allez voir l'exposition se créer devant vos yeux au fil de ma présentation. Ça fait partie d'une des sections de l'exposition qui s'appelle Appendice, et où vous voyez une autre dizaine d'auteurs-autrices qui ont fait partie de l'écosystème un peu plus large, enfin, d'une seconde, d'un corpus second, mais néanmoins vraiment intéressant. Mais donc, ce qui nous intéressait, c'était de chercher à montrer certains coulisses numériques de la création littéraire en particulier, et à mettre en avant des usages originaux qui peuvent en découler. Et donc notre investigation collaborative, elle a permis d'envisager l'organisation spatiale particulière qui peut se manifester sur les bureaux-écrans, et spécifiquement dans la manipulation et l'agencement d'éléments pouvant être fort divers. Donc la façon dont texte et images, mais aussi l'essentiel et l'anecdotique, le professionnel et le privé, l'intime et le solennel, le réflexif et le sensitif s'y entretissent. Donc on voit un peu toutes ces questions, toutes ces dynamiques, toutes ces pôles tensionnels, comment ils peuvent se retrouver mis en jeu dans ce lieu spécifique du bureau-écran. Et donc, et en lien avec le projet de recherche qui est lié à la constitution de l'exposition, il y avait aussi un enjeu premier qui était de réfléchir à la manipulation des images en contexte numérique, enfin, et des images par des écrivains-écrivaines en contexte numérique, à partir de cet exemple très précis du desktop. Et donc, en fait, c'est-à-dire un des territoires de l'espace numérique les plus saillants dans l'expérience partagée. Donc, on est tous et toutes amenés à passer par le bureau de nos ordinateurs, mais qui est aussi à la fois le plus intime et donc le plus dérobé. C'est rare qu'on donne à voir son bureau-écran comme ça, et d'ailleurs, des fois, si on est amené, quand par exemple un intervenant vient parler dans un cours, il y a un problème de connexion et puis on voit son bureau-écran, on voit un document qui est une facture, on voit peut-être le début d'un poème d'amour, on voit plein de choses possibles, la photo d'une soirée, et en fait, mais aussi des choses très sérieuses, tel contrat, tel projet de mémoire. Et donc, voilà, c'est comment ce lieu-là vient cristalliser toute une série de réalités, et comment, en fait, ces coulisses, qui sont non seulement des coulisses de la création, mais aussi des coulisses d'auteurs-autrices, enfin, de nos vies, permet d'appréhender un rapport singulier à la création, là, en contexte littéraire, vu que nous, c'est auprès d'écrivains-écrivaines qu'on a mené la recherche. Mais donc notre ambition était de montrer que ce motif du bureau, il pouvait être tout particulièrement stimulant pour les auteurs et autrices, et que sa forme, avec les arborescences de ses répertoires et son soi-disant fonctionnalisme, arrivait à être investi de manière créative par ceux-ci et celles-ci, à l'image notamment de ce qui se développe du côté de l'image animée, donc avec toute la veine des desktop movies, ces réalisations audiovisuelles qui se déroulent entièrement sur et à partir d'un écran d'ordinateur, en utilisant la myriade d'applications et de programmes comme appui pour le déroulement de leur narration. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, peaufinant cette présentation, je suis même tombé sur une initiative artistique lancée dès 2002 de deux artistes, Johan Hemskerk et Dirk Pasmans. Alors, sont-ils des Belges? Sont-ils, vu leur nom de famille, peut-être des Pays-Bas? Mais en tout cas, eux se sont lancés dès 2002 dans des desktop performances
qui ont été et qui sont archivés maintenant sur le site du MoMA, donc c'est pas rien. Et donc on voit que ce rapport au desktop, qui n'a pas forcément été énormément étudié, théorisé, travaillé, il a quand même été investi de part et d'autre dans certaines créations. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir, ok, mais qu'est-ce qu'il en est pour un contexte littéraire. Et en lien direct avec ça, voilà, c'était typiquement cette fameuse figure de l'écrivain ou de l'écrivaine au bureau, qui est une représentation traditionnelle, voire traditionnaliste, et qui est même un véritable cliché du portrait photographique d'auteur des années 1880 jusqu'aux années 1960 facilement, et en fait encore de nos jours. Ici, vous voyez par exemple Colette. De façon à voir et à mettre en valeur ces lieux intermédiaux, pleinement intermédiaux, comme des lieux de la littérature en train de se faire. Et donc on a voulu se pencher sur ce que les écrivains-écrivaines avaient à dire de leur bureau-écran, pour mieux comprendre le rapport qui les lie à cet environnement de travail foncièrement hybride, multistrate, et encore relativement peu questionné. Donc ici, je vous projette en fait, et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous connecter, vous pouvez avoir accès, c'est bureau-écran.com, le site est actif. Et ici, vous voyez vraiment la page d'accueil de cette exposition et qui est venue concrétiser notre enquête, la matérialiser en une forme spécifique. Et c'est ainsi que leurs apports à notre enquête se sont déclinés en une diversité de formes textuelles, visuelles, filmiques, que l'exposition, et donc vous voyez ici sa page d'accueil, permet d'arpenter. Mais donc, au départ de cette enquête collective, je vais commencer par l'évocation d'un élément méthodologique important. En fait, c'est la manière dont a été opérée la sélection des auteurs et autrices contactés. Donc, en premier lieu, il nous importait de sonder des auteurs et autrices émanant de 3 espaces distincts de la francophonie du Nord et appartenant à différentes générations. Donc on a fait aussi attention à maintenir un équilibre entre les origines territoriales et un équilibre sur le plan du genre. Et par ailleurs, et ça c'est vraiment important, il n'était pas question pour nous d'uniquement approcher des écrans vains, comme les appelle Gilles Bonnet, donc c'est-à-dire des auteurs et autrices qui exploitent uniquement ou majoritairement le support numérique comme lieu pour leur création littéraire, mais bien de panacher différents types de rapports au numérique existants dans la sphère littéraire contemporaine, et d'ailleurs numérique qui peut être appréhendé de manière uniquement utilitaire, donc comme un espace vitrine, ou à l'autre bout du continuum, comme un lieu de création plein et entier. Mais en tout cas, on ne voulait pas juste avoir des web écrivains, web écrivaines, c'était vraiment, et c'est là que l'important, je vous parlais du rapport à un imaginaire du numérique, c'était ça aussi qui nous importait. Et le critère premier lié au choix des auteurs et autrices en fait, concernait leur rapport aux images. Je vous l'ai dit, ce projet est lié à un projet de recherche plus large. Et donc, il nous intéressait de voir comment ce rapport aussi au registre visuel pouvait être particulièrement investi ou pas. Et c'est ça qui a permis de nous faire découvrir l'enquête par rapport à ces pratiques d'habitude qu'on ne voit pas, qui sont cachés, oblitérés. Mais donc, certains noms se sont imposés avec évidence, parce qu'on connaissait déjà leurs pratiques, des projets d'écriture, mais d'autres nous ont été aussi soufflés au gré de discussions avec des proches et des collègues, tout particulièrement aussi pour le corpus québécois, qu'avec Anne Reverso, donc la professeure avec qui j'ai mené cela, on n'avait pas du tout une expertise très marquée sur le corpus québécois. Et donc, merci notamment aux équipes du NT2 ou de Figura qui ont pu nous glisser des suggestions très avisées. Mais donc, on a ainsi collecté toute une série de matériaux très divers, et qui bien sûr ne sont pas représentatifs de l'ensemble des options envisageables, mais il nous semblait qu'avec un panel déjà d'une douzaine d'auteurs-autrices, plus
je vous ai dit, la deuxième vague d'écrivains-écrivaines, ben, ça nous permettait de quand même pouvoir, comment dire, repérer quelques tendances et sensibilités ben, que je vais maintenant essayer de vous détailler. Mais donc, l'enjeu, c'était d'entrer dans l'œil des créateurs et créatrices, et c'est pour ça qu'on les a approchés de manière très ouverte, très peu dirigée. Donc, on n'avait pas du tout un questionnaire fixe, parce qu'en fait, on voulait maintenir un cadre de réponse le plus évasif possible et on voulait nous-mêmes créer le moins de biais, de ne pas faire en sorte que les choses soient prises selon notre angle d'approche ou des a priori qu'on pourrait avoir, ou même, imaginons qu'on avait vraiment très fort envie d'entendre parler du lien entre le rapport aux images, au registre visuel, mais si nous, on s'arrêtait tout particulièrement là-dessus, ben, ça peut nécessairement avoir comment dire, un impact sur après les réponses qu'on pouvait recevoir. Et donc, je peux vous montrer, par exemple, je vais juste vous sélectionner une partie de ce mail, mais là, c'est vraiment textuellement l'extrait d'un mail qu'on a pu envoyer ben là, à Caroline Lamarche, donc, qui est une écrivaine belge, dont l'œuvre, par ailleurs, vaut vraiment la peine d'être... Toutes les autrices et tous les auteurs qu'on a rassemblés développent vraiment des œuvres fort intéressantes. Mais donc ici, une écrivaine belge, ben, étant belge, on avait déjà des contacts. Ça a été un peu aussi notre cas test, parce qu'on se demandait comment on allait être reçu, avec notre idée très bizarre de prime abord. Et donc voilà, je vous lis un extrait de ce mail, c'est « Auriez-vous à cœur de nous parler un peu de votre desktop ?» de ce qui s'y trouve ou ne s'y trouve pas, de la façon dont vous l'organisez ou le désorganisez, des éléments visuels qui le composent, de la symbolique qu'il peut y avoir derrière la disposition de ces éléments et de la manière dont vous êtes éventuellement amené à les convoquer dans vos écrits. Donc, bon, et là, il y a d'autres petits détails. Vous voyez, on laissait les choses très libres. Ça pouvait être des matériaux de tout type. Et donc là, vous voyez le mail en janvier 21. Ben voilà ce que ça a donné au moment du lancement de l'exposition. Voilà, donc Caroline Lamarche, ben, la seule contrainte qu'on donnait, et c'est comme ça qu'on a dû écarter certains auteurs-autrices qui jouaient un peu avec nous, et c'était très bien, c'était intéressant, mais les 12 auteurs-autrices qu'on a finalement retenues comme comment dire, figure un peu au cœur de l'exposition, la seule contrainte, c'était de nous envoyer une image de leur bureau-écran. Et donc, sur chacune des pages, j'y viens par la suite, comment on y accède, il y a vraiment chaque fois la présence d'une image de ce bureau-écran. Et puis voilà, à chaque fois une petite notice biographique. Et Caroline Lamarche, en fait, grosso modo, elle nous a envoyé un texte où elle revient sur son rapport au bureau-écran, l'image de son fond d'écran, une photo de Sigu, et puis alors, ben voilà, et nous, mais chaque page, vous le verrez, je vais après passer en revue, on a essayé de penser une structuration pour chacune des pages des auteurs-autrices différentes, donc c'est pas du tout la même manière d'organiser les choses de page en page, mais pour Caroline Lamarche, il nous semblait intéressant d'être un peu dans cette mise en abîme, aussi parce que c'était un élément qu'elle-même évoquait. Mais donc voilà, comme ça directement, vous voyez une réalisation concrète, parce que sinon... Et donc c'est très chouette de voir que tout part d'un mail, où en soi on pouvait ne pas avoir de réponse, et au final, ça s'est concrétisé avec une contribution par ailleurs extrêmement intéressante. Mais donc, le fait que l'investigation qu'on a menée, elle a été menée sur plus d'une année, ça a permis des retours et des échanges, puisque plusieurs auteurs-autrices nous ont envoyé différentes livraisons, différentes prises. Si je reprends le syntagme, le mot utilisé par Charles Sagalan, donc qui ça est un poète québécois, aussi, par cette entreprise menée de manière uniquement numérique, donc par écran interposé et via des échanges de mails plus ou moins fréquents et plus ou moins prolixes. Vous voyez ici, j'ai fait une petite capture d'écran avec certaines personnes, enfin avec certaines auteurs-autrices, en 5-6 mails, c'était réglé. Il y en a d'autres, et c'était très intéressant, où je pense tous les mois, on avait des échanges jusqu'au moment où l'exposition a été montrée. Mais donc, il y avait notre enjeu, c'était de comprendre donc les usages que peuvent faire des écrivains-écrivaines de leur environnement numérique
dans sa donne la plus concrète et la plus matérielle, et aussi de susciter la mise en récit de leurs pratiques singulières au plus près d'usages avérés et prouvés. C'est vraiment ce rapport aux usages qui nous intéressait, donc pas... Alors évidemment, la frontière était parfois étroite entre, comment dire, usage et puis fiction d'usage ou construction, et jeu avec aussi notre figure et notre posture de chercheur-chercheuse de la part des écrivains-écrivaines. Mais disons que la plupart ont quand même vraiment essayé de réfléchir. Et d'ailleurs, au début, la plupart des réponses qu'on avait, c'était... en fait, je suis vraiment pas sûr d'avoir grand-chose à vous dire là-dessus. Puis nous, souvent, ils disaient, oh, il n'y a pas de souci, prenez le temps d'y penser, ça peut être des choses très réduites. Et en fait, d'ailleurs, ça aussi, ce serait marrant de le faire. Je ne l'ai pas fait pour ici, mais c'est de voir comment, des fois, on avait des réponses, même quasi un refus. Et en fait, 2 mois plus tard, en fait, vous devez vous rendre compte que votre sollicitation a même nourri un projet d'écriture. Et donc, voilà. Parce qu'en fait, en général, et c'est ça qui nous intéressait, c'est le bureau écran. On n'y pense pas, c'est de l'ordre de l'évidence, on ne le réfléchit pas. Et donc une fois qu'on propose de s'y arrêter, qu'est-ce qui peut surgir pour des créateurs-créatrices ? Une chose aussi que je peux pointer et qui est très importante en fait pour nous, c'était que cette exposition ne nous est pas apparue comme une façon un peu originale de présenter les résultats d'une recherche. Et donc, faisons-nous plaisir, entre guillemets, mais en fait, bien comme un processus de recherche en lui-même. Et donc, en fait, notre démarche de collecte en vue d'une exposition, c'est sûr, elle était très différente de celle que l'on met en place lorsque, par exemple, on rédige un article scientifique. Et nous, ce que ça nous a permis, c'est aussi d'approcher au plus près des pratiques en collaboration avec les auteurs et autrices et de se confronter aussi à plusieurs systèmes de classification, de les essayer, de les déplier, sans devoir non plus en choisir un seul. Et donc c'est par exemple en récoltant ces résultats que le système de double entrée, donc maintenant je vous avais déjà montré la page d'accueil de l'exposition, ici c'est vraiment l'interface, dès qu'il y a un petit texte d'introduction qui s'affiche quand vous vous connectez, puis on espère que vous le lisez, mais si vous n'avez pas envie de le lire, c'est pas grave. Vous le faites disparaître. C'est la petite icône ici, introduction. Et après, en fait, il y a vraiment 2 grands espaces avec toutes les icônes liées aux 12 pages des auteurs-autrices dont je vous ai montré la liste précédemment. Et puis, ci-dessous, une autre manière d'aborder la matière via le doc. Mais donc, on a disséminé sur la page d'accueil tous ces fichiers qui renvoient aux pages des auteurs-autrices. Et puis, le doc permettait plutôt de regrouper des éléments par type de matériaux. Donc, je vous donne un exemple ici. Ici, par exemple, les 3 que j'ai ouverts, donc c'est chaque fois des captures d'écran. Je pourrais le faire en direct, mais au moins ici, tout est sous contrôle. Il y a par exemple le carnet d'adresses, là une section courriel, donc qui est celle-ci, et puis aussi une section vidéo. Et donc il y a 3 grandes catégories, disons, d'éléments dans ce doc. Il y a tout ce qui est lié, premièrement, à la mise en scène de la collecte, avec les sections photos, vidéos, appendices, téléchargements. Puis une deuxième section qui est liée à nos propres regroupements et comparaisons, donc notamment la section outils d'écriture, celle avec le petit crayon ici, celle liée aux citations, et puis encore celle liée à des cartes mentales que je vais pouvoir vous montrer par la suite. Et alors en dernier lieu, 3e catégorie, c'est plutôt ce qui était lié aux coulisses de notre exposition. Donc je vous parlais de mise en abîme, nous-mêmes on s'est pas mal amusé à jouer avec cela, et donc notamment la section courriel, donc on a donné à voir, et sans les trafiquer du tout, toute une série d'échanges qu'on a eus, et puis aussi une section coulisses, mais je pense que là c'est nos plans, nos essais aussi pour construire le site, parce qu'on n'est pas passé par une interface déjà existante, on a voulu créer une proposition original. En tout cas, on a aussi ce projet, il est lié à un partenariat avec l'équipe médiatique du NT2, donc laboratoire de recherche lié au centre de recherche Figura et qui porte sur les nouvelles textualités, nouvelles technologies. Et c'est vraiment une collaboration aussi entre 2 équipes, équipe belge, équipe québécoise ici, rattachée à l'UQAM. On était donc
Anne Reverso et moi-même, on a lancé le projet. Très vite, on s'est adjoint l'expertise de Lisa Tronca, qui est en fait une curatrice, notamment d'exposition numérique, une expertise, parce qu'avec Anne, on n'avait jamais mis sur pied une exposition en ligne. Et puis tout ce qui est la question de la construction de l'interface, c'est en collaboration avec l'équipe médiatique du NT2. C'est très important de le dire, mais donc vous voyez que cet aspect collectif, il était aussi présent à différents niveaux. Maintenant, je vais essayer de voir ce qu'on peut retenir de façon transversale de l'ensemble des témoignages reçus, au-delà de la valeur des cas particuliers. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de retirer de tout ça ? Je vais commencer avec les hypothèses qui nous ont en quelque sorte été confirmées par l'enquête. Et puis ensuite, j'essayerai de vous proposer une première typologie des usages du bureau-écran. Et alors, je finirai dans un troisième temps avec des aspects qui ont été plus surprenants pour nous, auxquels on ne s'attendait pas forcément. Mais donc, en débutant ce travail, et je viens de le dire avant, d'abord à 2, mais très rapidement à 3, donc avec Lisa Tronca, commissaire chercheuse en arts numériques et médiation, ce qui a aussi été très intéressant pour nous, parce que Lisa n'avait pas du tout un regard nous, en tant que littéraires, on pouvait aussi s'arrêter sur toute une série de choses, et Lisa, étant avec nos expertises combinées, ça permettait aussi de faire un peu avancer le schmilblick, d'aborder telle ou telle question, et puis elle-même a pu nous pointer une série de focus intéressants à potentiellement creuser. Et ça a été vraiment une expérience extrêmement stimulante dont on est très très content. Mais donc, en débutant le travail, il y a 3 hypothèses majeures qu'on pouvait se faire. Donc la première étant que parler de son bureau d'ordinateur pour un écrivaine, c'est parler de son rapport aux interfaces numériques. Voilà, c'est... Alors vous allez me dire, oui, bien sûr. Mais donc, on s'attendait ainsi qu'ils et elles nous parlent de leur rapport aux environnements médiatico-technologiques propres au XXIe siècle. Et ça a été le cas, assez évidemment. On pouvait relativement s'en douter. Et alors, même si certaines évoquent une relative adéquation, elles sont beaucoup plus nombreux à parler d'inadéquation ou d'inadaptation, mais sans que l'on sache si c'est la personne qui se sent forcément inadaptée ou si c'est l'outil ou les outils qui cherchent à être mis à profit qui sont inadaptés par rapport à ce qu'il ou elle aimerait en faire. Donc le bureau-écran aussi comme un espace de friction, mais friction qui peut être pleinement productive. J'y reviens par la suite. Deuxième hypothèse, parler de son bureau d'ordinateur, le commenter, le montrer, c'est aussi pour un écrivain, une écrivaine, parler de ses outils d'écriture, de son travail, de ses recettes. Et il s'avère d'ailleurs que cette enquête a permis d'ouvrir une brèche du côté d'outils d'écriture innovants, donc au-delà du simple traitement de texte basique, et aussi des manières de travailler originales qu'ils rendent possibles en contexte numérique. Troisième hypothèse, parler de son bureau-écran pouvait être, pensions-nous, une façon de le mettre en avant, de lui faire jouer un rôle dans la persona de l'écrivain-écrivaine, donc souvent peu destiné à être montré. On imaginait qu'il pouvait être mis en scène comme on dispose, par exemple, ses bibelots dans une bibliothèque ou des objets familiers sur sa table de travail, quand, par exemple, on doit être pris en photo. Enfin, vous pensez, j'imagine que vous avez tous et toutes en tête ces photos d'écrivains, écrivaines qui vont être pris devant leur bibliothèque, des fois, ou à leur bureau encore plus. S'il y a des livres présents sur leur bureau, le choix des livres, il est rarement anodin. Et en fait, l'investigation qu'on a menée, elle a confirmé cela au-delà de nos attentes, puisqu'en fait, on a aussi rencontré des bureaux-écrans parfois aménagés dans une mise en abîme, aussi évidente que ludique, ou encore qui étaient complètement diffractés à la façon d'un puzzle. Mais donc ça, c'était nos 3 premiers postulats, si on veut, mais qu'est-ce que notre enquête, notre démarche a amené de neuf ? En premier lieu, c'est la notion qu'on a choisi de mettre en avant à travers le mot composé bureau-écran qui a émergé au fur et à mesure de l'enquête au point de devenir le titre de l'exposition. Et en fait, le terme s'est imposé face à celui de desktop, au-delà du fait qu'on
on essayait de pouvoir avoir recours à un terme en français. Mais surtout, au début, quand on a vraiment lancé le projet, on parlait de nouveaux bureaux d'écrivains-écrivaines. Et ça, lors de nos premiers échanges, longtemps, c'était nouveaux bureaux. Mais en fait, il nous a semblé que bureau-écran permettait de beaucoup mieux souligner la continuité lexicale entre la surface de travail physique et la surface écranique. Et en fait, il permet littéralement de poser un trait d'union entre la table et l'ordinateur, d'insister sur le passage aussi de l'horizontalité à la verticalité, tout en gardant le terme polysémique bureau au centre du propos. Par ailleurs, depuis la matière abondante et assez variée qu'on a récoltée, on a pu distinguer 3 grands schèmes d'appropriation du bureau-écran par les écrivains-écrivaines. Alors, dans la continuité du meuble bureau, et donc je vais avancer un peu du plus simple au plus complexe, dans la continuité du meuble bureau, le bureau-écran peut être en fait une table imaginaire que l'on envahit, qui agence un espace de travail propice en se faisant à la fois surface transitionnelle d'inspiration et réservoir d'éléments collectés pour le travail d'écriture. Dans ce cas, il est un espace prototypique du en cours au sein duquel s'entremêlent différentes sphères existentielles. Donc on n'est pas non plus que dans des matériaux en vue de la création, on est aussi dans la rencontre de tout ce qui peut constituer l'existence ou les existences des écrivains-écrivaines qu'on a sollicités. Et donc, il peut rendre compte de chantiers de création, mais aussi témoigner du vécu quotidien, privé, voire trivial, d'un auteur, d'une autrice, ou bien, et ça par contre, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir accès à tel ou tel élément privé trivial. D'ailleurs, pour la parenthèse, on avait fait en sorte dans notre approche de très vite dire, voilà, sentez-vous libre. On espérait obtenir une capture d'écran qui soit la plus authentique possible, mais on comprenait bien que s'il y avait une photo ou quoi que ce soit un peu gênant, c'était normal que pour quelque chose qui allait après apparaître en ligne, ça puisse être retiré. Mais par contre, je crois que j'ai pas fini ma phrase. Ce qui nous intéressait, c'était de peut-être se rendre compte aussi de certaines obsessions ou de voir comment un rapport au bureau-écran pouvait être instructif pour, je ne sais pas, tel motif important dans l'œuvre de l'écrivain-écrivaine. Mais donc, ce type d'appropriation par accumulation, donc vraiment comme vous pensez à ces bureaux où on a des livres, des tickets, des bics, des images, vraiment ce type d'appropriation par accumulation, on l'a retrouvé chez Cécile Portier, par exemple. Donc ici, vous voyez un extrait une capture d'écran de son bureau. Donc vous voyez vraiment un bureau très chargé avec des matériaux de différents types. Mais on l'a également retrouvé, et je ne vais pas vous les montrer ici parce que ça irait trop vite, mais je vais vous montrer les 12 auteurs-autrices au fil de mon avancée. Mais on l'a aussi retrouvé chez Emmanuel Pirer, Charles Sagalan, Pierre Ménard, Caroline Lamarche, Hélène Gaudy ou encore Antoine Boute, qui lui aussi est plutôt dans une logique accumulative. Alors, complètement à l'inverse, le bureau-écran peut représenter un lieu neutre, peu investi, uniquement utilitaire, mais comme par exemple chez Caroline Georges, donc vous voyez à quoi ça ressemble, voire comme chez Nicolas Dickner, absolument vide de tout élément et dénué de toute fonction, donc quelque chose comme une pure interface par laquelle on passe, mais absolument pas faite sienne. L'idée qu'on s'en est faite, c'était comme un non-lieu numérique, si l'on veut, et qui nous a frappé. Et ça, pour tout vous dire, on s'y attendait pas forcément. Et ça a été, j'y reviendrai plus tard, mais ça a été marquant parce que je vous montre ces 2 cas, mais il y a un 3e cas qui est aussi concerné. Et donc 3 sur 12, c'est quand même pas négligeable. Alors, et surtout, je vous disais à la fin, je vais vous faire une petite invitation si vous voulez
vous-même partager votre bureau écran dans des bureaux écrans qu'on a reçus de collègues, d'étudiants étudiantes, de plein de personnes. Il y en avait toute une série qui était aussi dans cette logique-là. Bref, c'est intéressant, on n'est pas forcément que dans de l'accumulation. Et là, vous voyez que d'emblée, ça a aussi bougé notre perspective à Anne et moi, enfin ce qu'on projetait versus la réalité d'application concrète. Et donc, voilà, on peut créer aussi des billets par rapport à nos propres pratiques. Et c'est très intéressant d'être confronté à un ensemble de données effectives. Alors, troisièmement, mais là, c'est un usage moins répandu, c'est le bureau écran peut aussi être considéré comme une œuvre à part entière qui témoigne d'un protocole de composition conscientisé, plus ou moins fréquemment modulé. Et c'est l'autrice québécoise Maude Veilleux qui nous a particulièrement permis d'appréhender un tel type de dynamique. Vous voyez que même les icônes sont créées par ses soins, les icônes qui se trouvent sur son bureau écran. Et qui relève d'une appropriation pleinement créative du desktop. Et ici, là c'est la page dans notre exposition, mais vous voyez, c'est, je disais, fréquemment modulé. Ici, elle nous a notamment envoyé 4 états de ces bureaux écrans entre 2015 et 2022, et vous voyez qu'à chaque fois, une vraie remise en jeu, et que c'est des compositions. Ça nous a vraiment fort marqué. Ça non plus, pour tout vous dire, on ne s'y attendait pas. Mais donc, à ces différents degrés d'investissement du bureau écran, s'adjoint un autre continuum qui est lié à la tension entre ordre et désordre. Alors, les captures d'écran des bureaux écrans qu'on a reçus témoignent soit d'une certaine structuration et d'un ordonnancement, comme par exemple chez Thomas Clair, Edgar Cosma, Caroline Georges, mais aussi chez Caroline Lamarche, Maude Veilleux, vous le voyez encore, il y a quelque chose de quand même balancé, équilibré, structuré, ou Hélène Gaudy, vous voyez l'espèce de rapport à des lignages, enfin je sais pas comment, je pense qu'elle utilisait le terme lignage sur son bureau écran, donc un type d'organisation, soit au contraire, représenté parfois, et là je vais le dire avec les mots de Jean-Christophe Bailly, une immense et confuse dissémination d'éléments où toutes les trajectoires se dispersent et forment un inextricable réseau sans bord à la structure indéchiffrable. Alors, je vous montre tout de suite, c'est par exemple ce qui ressort de la vision des bureaux écrans là de Pierre Ménard, mais c'était également le cas pour Cécile Portier que je vous ai déjà montré, Antoine Bout que je vous ai déjà montré, Charles Sagallan, j'ai pas pu montrer en détail mais il vient par la suite, et où on est en fait plutôt dans une logique de grand fourre-tout composite. Et alors et vous voyez c'est intéressant de voir chaque fois aussi des pratiques limites. Maude Veilleux c'était une pratique limite sur un certain point. Dans un entre-deux qui était difficilement qualifiable, se situe la pratique d'Emmanuel Pirer, qui semble en fait entrelacer hasard et systématisme. Vous voyez, c'est à la fois rangé, mais à la fois on passe un peu de tout à rien, c'est une diversité de matériaux, mais donc on est dans cette espèce d'entre-deux, et qui, pour le coup, j'ai travaillé sur l'œuvre d'Emmanuel Pirer, et il me semblait que là, typiquement, on pouvait retrouver un peu une dynamique qui est propre à son œuvre, qui, sous des faux airs de lieux d'organisation du monde et du réel, en fait, c'est une autrice qui s'amuse surtout à battre en brèche toute logique du compartimentage bien réalisé, bien serré, bien lisse. Et donc, c'est à la fois un compartiment... Enfin, je vous invite à lire ces textes, c'est vraiment formidable. Quand Ferry Général, par exemple, si vous lisez ce roman-là, quand vous voyez la table des matières, on dirait presque comme une anthologie ou un essai. Et puis vous entrez là-dedans et c'est complètement fou. Mais donc on voit qu'il y a vraiment un jeu entre remettre en jeu le rapport même de structuration des choses, du réel, du monde, etc. etc. Alors, pour aller un cran plus loin, on pourrait distinguer l'organisation du desktop, du bureau-écran, qui relève de la composition, et donc Maude Veilleux en est le meilleur exemple, et donc par composition, j'entends qui est sous-tendu par un allant esthétique plus ou moins appuyé, de celle qui relève de la disposition, et là par exemple l'exemple de Gaudy avec ses lignages, bon, Pirer, c'est un cas un peu particulier, uniquement, donc la disposition uniquement envisagée sur une logique d'organisation pratique de l'espace.
Et puis, étroitement lié à ces discours sur l'ordre et le désordre, ressort chez les auteurs et autrices interrogés tout un imaginaire de l'aporie, de l'horizon inatteignable, propre au bureau-écran. Et donc ici, je vous ai mis une série de citations qui montrent le fait que le bureau-écran n'est jamais ce qu'on aimerait exactement qu'il soit. Donc on le rêve toujours un peu autrement, on le fantasme. À la limite, c'est peut-être justement le cas de Maud Veilleux qui n'entre pas là-dedans, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement balisé, construit, arrêté. Mais voilà, plusieurs des contributeurs, contributrices ont exprimé les choses en des termes hypothétiques. Donc, si j'avais le temps de le ranger, si j'étais capable de mieux l'organiser, ou encore plus rigoureux, rigoureuse dans son organisation, voici comment j'aimerais qu'il soit. Et typiquement, voilà, vous voyez, première citation, et donc ça c'est dans la production textuelle, enfin dans le matériel que nous a envoyé Caroline Lamarche. Elle débutait en disant je ne suis hélas guère systématique. Tandis qu'Emmanuel Pirer, est-ce qu'on le voit? Oui, voilà, c'est la 4e citation. Concède que son intense désir de rangement ne s'accompagne malheureusement pas d'une aptitude innée pour le rangement. Mais donc cette conjecture sur le désordre, la profusion, le trop-plein, faisait partie de notre horizon d'attente. En raison du fait que le bureau-écran n'est généralement pas un espace homogène, mais il intègre, et là je reprends les mots de Marcello Vitali Rossati, la multiplicité hétérogène des outils, plateformes, technologies, pratiques, dispositifs qu'on regroupe sous le chapeau de numérique. Et donc, ce rapport au désordre, à la profusion, il a été pleinement rencontré et ça fait sens quand on pense à un certain imaginaire du numérique, disons, majoritaire. Notre second horizon d'attente concernait la question de la prolifération visuelle, et donc ça, vous voyez, lié à notre projet de recherche, mais qui, pour sa part, n'a pas été aussi massive et systématique qu'on pouvait le projeter. Par contre, ce qui a été massif et qui mérite d'être souligné, c'est le recours abondant à la métaphore dans les discours des auteurs et autrices. Donc en effet, pour elles, parler de leur bureau, c'était forcément recourir à des images, donc pas des images concrètes, mais des images verbales et mentales, qui parfois se recoupent. Donc on trouve l'idée de constellation et celle de branches chez plusieurs d'entre elles. Ou bien donc des images soit qui se recoupent, soit qui appartiennent au même domaine. Par exemple, toutes les métaphores organiques sont légion. Par exemple, chez Caroline Lamarche en particulier, avec l'amibe. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller lire par la suite, que je vous aurais donné envie d'aller voir il y a quoi derrière tout ce projet un peu fou, vous pourrez voir ça. Mais donc nous, on a très vite entrepris, et ça c'était aussi dans une discussion avec Lisa Tronca, on a très vite entrepris le fait de relever et de classer ces métaphores. Et ici, donc vous voyez cette carte mentale, on la retrouve dans l'exposition. Et ce travail de classement, il a notamment permis de mettre en avant le grand nombre de métaphores spatiales, c'est peut-être pas tout à fait étonnant, portant plus spécifiquement le sème du seuil. Donc par exemple l'image de la berge pour Sagalan, du hall d'entrée chez Maud Veilleux, sont des exemples de ces métaphores spatiales, mais en plus qui viennent pointer un lieu comme un espace porte ouverte, là où on accoste et puis qui ouvre vers plein d'autres choses. Mais nous aussi, on s'est demandé, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cette abondance de métaphores? Est-ce qu'il faut les reformuler en un sens non imagé? Mais nous, en tout cas, et je vous disais, c'est un processus de recherche, mais qu'on a essayé de rendre dans une forme particulière. Et donc, pour l'exposition en ligne, on a choisi de mettre en avant cette logique figurative et analogique en liant les entrées visuelles de chaque auteur-autrice et dans une moindre mesure les atmosphères de chaque page auteur-autrice aux métaphores utilisées par leurs soins. Donc je disais, là c'est une amibe, c'est par exemple pour Caroline Lamarche,
la branche, c'est pour Hélène Gaudy. Il y a une piscine pour Maud Veilleux, une abeille pour Charles Sagalan, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment, et c'est parfait qu'elle soit là, remercier Hélène qui nous a aidés de manière un peu impromptue, mais pour travailler le visuel de ces petits logos. Et puis aussi, c'est grâce à elle qu'on a le super fond de notre interface. Et c'est important de le dire, et c'est aussi très chouette de voir que mais Hélène ne faisait pas au début forcément partie du projet, mais on travaillait dans les locaux du NT2. Et puis, bon, notre truc était... Tout le monde nous regardait un peu bizarrement, mais Hélène, à un moment, en voyant qu'on essayait de se dépatouiller avec des enjeux visuels et tout ça, nous a dit « Eh, mais en fait, si vous voulez, je peux vous aider. » Et voilà. Mais voilà, comme ça, je te remercie à nouveau. Et c'était, vous voyez aussi, un projet pleinement collectif. Mais donc, la métaphore, c'est ça, nous est apparu comme la première et peut-être la meilleure façon d'expliquer un rapport à une interface technologique. Ce qui rejoint d'ailleurs certaines conclusions des travaux de Servan Monjour sur l'imaginaire de la révélation, ou encore ceux d'Erika Vicky ou de Jean-Pierre Montier sur la métaphore photographique. Et justement, avec ce rapport, enfin, une construction au numérique, aux sphères du numérique, souvent vues comme opaques, eh ben, la métaphore, l'emploi de métaphore permet justement d'arriver dans des lieux, enfin des manières, mais non seulement de s'approprier les interfaces, mais surtout de les conceptualiser d'une certaine façon. Et puis, grâce à ça, de les organiser aussi, potentiellement singulièrement. Donc voilà, je vous disais que quand je vous évoquais un peu mon parcours, que j'allais aussi vous évoquer certaines surprises qui ont émergé lors de cette investigation, et c'est les éléments avec lesquels je vais finir. Mais donc, première surprise, on a d'abord été surpris par l'investissement peu marqué du bureau, vide ou quasi vide sur 3 auteurs-autrices sur les 12, donc je vous l'évoquais précédemment, et porté à son comble par Nicolas Dickner, qui affirme que le bureau écran, d'ailleurs lui n'a jamais utilisé ce terme-là, il disait le desktop, est dépassé et ne sert en réalité à rien pour lui. Et pour certaines autres auteurs-autrices, les questions relatives au bureau écran, et donc on est vraiment sur un spectre de rapport à la chose, étaient parfois, ou des fois complètement, déplacées vers d'autres lieux ou supports, en particulier les sphères infonuagiques, donc que ce soit Dropbox, que ce soit les clouds, des serveurs personnels ou institutionnels. Et donc c'est aussi intéressant de voir que d'emblée, on peut se dire, ok, bureau écran, on saisit vraiment un objet en tant que tel, mais de par les pratiques numériques qui ont plus de 40 ans d'existence, et disons, allez, on va dire à partir des années 90, enfin 90, un ancrage plus marqué chez tout un chacun, on voit qu'en fait, même le bureau écran a des espèces d'interfaces cousines qu'il est intéressant de voir émerger dans telle ou telle réponse. Et puis, comment des auteurs-autrices peuvent les investir aussi. Et ça, voilà, moi je vous présente l'expo en général. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de chacune des propositions, mais j'espère que ça va vous donner envie de les découvrir. Donc c'était la première chose, c'était ce rapport à un bureau parfois vu comme complètement obsolète. Deuxième perspective qui nous a fort dérouté, intrigué, c'est celle notamment développée par Maud Veilleux du desktop comme création à part entière, donc je vous l'ai déjà dit, qui allait plus loin que ce à quoi on pouvait s'attendre en termes d'appropriation des interfaces informatiques. Et il serait d'ailleurs intéressant d'essayer de collecter d'autres approches du même ordre, comme certains éléments glanés ici et là, que nous avons choisi de présenter comme des appendices de l'enquête. Et puis, je vous évoquais au tout début des artistes qui se sont emparés du bureau écran comme matériel de création, mais qui au final devient l'œuvre elle-même et vraiment la matrice créative. Et donc, ça nous a vraiment donné envie d'essayer d'aller voir plus loin et de voir comment ça peut se jouer ailleurs et puis la diversité de formes que ça peut prendre, parce que je le rappelle, c'était une première exploration, ce projet-là. Mais donc dans cette perspective du bureau écran qui devient une œuvre en soi,
Il nous semble que cet objet interfaciel, qui est assez anecdotique à première vue, mais peut aussi, et ça nous a été confirmé, ouvrir une réflexion quant au lien entre littérature et performance. En effet, il est susceptible d'incarner un espace où se croisent les arts visuels et les arts littéraires, un lieu de diffraction de ce que l'on choisit en tant que créateur-créatrice, de montrer ou de cacher, un espace de travail et d'invention, mais aussi potentiellement une scène, comme en atteste la pratique de la dramaturge et comédienne belge Valérie Cordy. Et pour vous dire, et pour être peut-être encore plus précis là-dessus, enfin, je ne sais pas si vous êtes familier et familière de cet émergent de toutes des pratiques de performance auxquelles les écrivains-écrivaines contemporains sont les plus en plus amenés à faire. Et il y a notamment à l'IMEC, donc c'est sur les archives des écrivains-écrivaines en France, qui en fait maintenant organise des prises de parole d'écrivains-écrivaines sur justement, qui part de leur rapport aux images, mais aussi à leur ordinateur. Et d'ailleurs, la directrice de l'IMEC, qui est par ailleurs une écrivaine, qui fait partie de nos appendices, nous a contactés à la suite de l'exposition et disait, OK, il y a tout un espace intéressant et de voir que vous, en tant que chercheur-chercheuse, c'est comme si il y a cette espèce de conscientisation d'un intérêt pour cette interface, ce lieu numérique singulier à différents endroits et avec différents regards et points de vue. Je referme à nouveau cette parenthèse. Et alors, plus encore, l'appropriabilité des supports qui caractérisent certains bureaux écrans nous a semblé participer d'une véritable mythologie individuelle. Donc, dans cette interface se jouent aujourd'hui les éléments clés de la fabrique de l'individu, notamment la construction de l'image sociale, les mythologies de l'intime et la ritualisation du quotidien. Et ça, c'est 3 éléments pointés par Magali Nachtergaal dans son ouvrage consacré à cette question, que l'on trouve bien sûr à des dosages divers dans les bureaux écrans des écrivains-écrivaines que nous avons interrogés. Et donc, c'est ainsi que les bureaux écrans représentent les lieux d'un certain archivage de soi. Et donc, c'est là, je faisais la petite parenthèse avec l'IMEC, mais donc un premier lieu d'archivage du soi, particulièrement marqué dans nos exemples chez Charles Sagalan. Vous voyez qu'il y a notamment sa collection donc ça, c'était en plus, lui, c'était intéressant. Rien que son rapport au bureau écran, c'était son ordinateur, son smartphone, sa tablette. Qui lui, d'ailleurs, Charles Sagalan, qui conçoit d'ailleurs l'entièreté de son œuvre sous la forme d'un musée-moi. Et donc, la formule est de lui. Mais chez Maud Veilleux aussi, dont tout le travail se situe dans une logique de l'extimité. Mais également chez Edgar Cosma, voilà, je vous avais dit que j'allais vous le montrer à un moment, dont les arborescences de son bureau Dropbox, comme il l'appelle, contiennent l'intégralité de lui-même dans des dossiers bien rangés, correspondant à une pluralité de facettes de sa persona. Donc vous voyez, admin, pics, donc photo, presse, c'est marrant, en plus c'est tout en anglais, alors qu'il est parfaitement francophone. Non, ici on voit poésie tout de même, littérature. Et vous voyez, lui, il n'utilise donc pas du tout son bureau, mais il utilise sa Dropbox comme un bureau. Une autre, c'est ça quand je vous disais des liens avec d'autres interfaces. Tout ça pour dire que ça permet donc de repenser le concept de mythologie individuelle à partir de sa déclinaison sur support écranique. Bon, j'en viens à mon dernier point et un peu les éléments de conclusion que je peux pointer rapidement. Donc au-delà de cette typologie, d'une typologie qui peut mettre en avant des témoignages forcément singuliers et subjectifs, il est possible de souligner quelques apports théoriques que ce travail nous permet d'envisager. Donc, en premier lieu, le bureau écran peut donner forme à la pensée et à des segments imaginaires de créateurs-créatrices. Il peut, pour le dire autrement, se faire le miroir de processus cognitifs, notamment liés à la création, qui sont généralement insaisissables. Et donc, il est alors un lieu intéressant à prendre en compte par rapport à la démarche de création, ce qu'on a essayé de figurer dans l'autre carte mentale, enfin je crois qu'il y en a 3 au total, une autre carte mentale que l'on retrouve dans l'exposition.
On pourrait ainsi qualifier le bureau écran de terrain pré-littéraire, pré-poétique, comme une sorte d'arrière-plateau génétique. Il constituerait en fait un des seuils de l'activité littéraire en contexte contemporain, un lieu de perméabilité multiple pour le geste d'écriture, là où la dynamique de création peut prendre naissance, en s'appuyant sur une diversité de matériaux autant visuels, textuels que vidéographiques ou sonores. Là où, pour reprendre une formule d'Olivier Cadio, des choses qui n'ont parfois rien à voir s'organisent un instant en rapprochement brûlant. Voilà, je pense que c'est cette idée de rapprochement brûlant qui peut aussi être particulièrement stimulant. Donc ces supports écraniques représentent des surfaces qui cachent autant qu'elles montrent, qui se voient tous les jours mais qui se font oublier. Et de cette question du seuil et des environnements paratextuels, en émergent d'autres, émergent d'autres questions, notamment quel type d'interface le bureau représente-t-il en miroir de la création dans notre cas littéraire? Peut-il y avoir une ou des spécificités de l'usage du bureau écran par les écrivains-écrivaines, etc., etc. Et donc le travail exploratoire et assez expérimental qu'on a lancé mériterait certainement d'être poursuivi, d'être affiné. On pourrait envisager par exemple des prolongements qui viennent étendre le corpus pris en compte, donc étendre les cas sondés, élonger la surface de contact, donc aller plus loin que 12 cas qui sont creusés. Donc autant étendre le corpus que dans un approfondissement aussi critique, dans une prise en main herméneutocritique, enfin en gros dans une prise en main critique d'interprétation des cas mis en avant dans ce premier chantier. Donc vraiment aller, faire une étude de cas en bonne et due forme. Si on veut, ici, on est un peu dans une première vitrine qu'on a déjà essayé de penser. C'est le cas avec ces cartes mentales, c'est le cas avec le discours qui encadre, c'est avec ma présentation ici. Mais voilà, on n'est pas du tout à avoir épuisé le sujet. C'est surtout ça que je voulais dire. Deuxièmement, et ça, je voulais quand même noter parce que, pour moi, j'aime bien trouver parfois des petites formules, vous verrez. Mais donc, en tant que, et comme ça vous donne peut-être une petite définition ou une manière de le qualifier. Donc, le bureau écran, en tant qu'espace hétérogène marqué par une puissance processuelle. Oh mon Dieu, ça veut dire quoi ça? Puissance processuelle, c'est tout ce rapport au en cours. C'est comment c'est un espace sans cesse mouvant, toujours en processus. Et donc, hétérogène, je crois que vous pouvez très rapidement le saisir avec la diversité de matériaux qu'on peut y trouver, mais on pourrait aussi en parler comme d'une, et il me semble que c'est assez juste, et ainsi voir le bureau écran comme un dispositif aussi spécifique, comme une matrice d'interaction potentielle, qui est notamment, et pour le dire très vite, la définition du dispositif par Hortel. En tout cas, le bureau écran induit de nouveaux gestes et de nouvelles pratiques par rapport à ceux et celles déjà connus, étudiés et répertoriés en contexte de création. Gestes et pratiques qui ouvrent, à l'instar de ce que William Flusser a pu mettre en lumière quant à l'irruption du geste de la vidéo dans la seconde moitié du XXe siècle, donc des gestes qui ouvrent à de nouvelles façons d'être au monde, qui mettent au défi les catégories traditionnelles et qui en proposent de nouvelles qui ne sont pas encore forcément toutes déchiffrables et accessibles. Et c'est un peu ça aussi cet enjeu, c'est de peut-être justement arriver à y avoir accès et puis d'arriver à les déchiffrer. Mais ça, c'est un enjeu pour le chercheur, la chercheuse, c'est un enjeu aussi critique. Et puis en se référant cette fois-ci à Yves Citon, on peut aussi penser les gestes mis en jeu dans les bureaux écrans et dans les interactions entre le singulier et le collectif qui prennent une place à la fois en amont des circuits médiatiques, mais aussi en aval des circulations d'images qui modèlent nos comportements et au cœur même de ces images et en fait, il faut remplacer images par matériaux. J'ai manqué de faire ça, mais de ces matériaux, ça permet d'étendre un peu le discours, dont la puissance d'irradiation tient justement
à leur dynamique propulsive et contagieuse. Et donc on voit comment ces gestes qui sont liés au bureau écran, c'est ça aussi que je veux dire, c'est ils se jouent au moins à 3 niveaux, donc en amont de la création et en amont même de la, comment dire, de la pensée du bureau écran comme interface en tant que telle, mais aussi dans les usages qu'il permet, et puis dans ce qu'il vient faire jouer une fois qu'on s'en empare très concrètement. Et puis, enfin, ce qui me parlait tout particulièrement, je vous parlais des rapprochements brûlants avant. Moi, c'est toujours ça qui me plaît, c'est la dynamique propulsive et contagieuse. Si on peut partir là-dessus, c'est vraiment très très bien. Mais donc voilà, finalement, lorsqu'on met en exergue la grande hétérogénéité des témoignages, la diversité des éléments comme des approches que nous avons reçus dans le cadre de notre enquête, c'est cette ressaisie créative qui me semble intéressante de pouvoir mettre en avant. Donc on s'attendait de prime abord à devoir constater à quel point les usages étaient lissés par les logiciels, par la technologie que nous utilisons tous et toutes plus ou moins de la même manière. Or, il n'en est rien. Le petit panel rassemblé a permis de faire ressortir des usages personnels et créatifs, dont la diversité a quelque chose de proprement réjouissant, stimulant. Et je finirai avec ce bureau écran de Maud Veilleux et avec la petite attention, comment dire, le petit point d'attention qui se trouve en son cœur. Sois attentif ou tu risques de finir dans mon roman. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serais ravi qu'on puisse discuter de tout cela. Il serait aussi possible d'aller voir en direct sur le site en fonction de ce qui vous semble intéressant. Voilà.